Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Lule, un podcast dédié à l'ornithologie. Pour cet épisode, je vous donne rendez-vous dans le sud de la France, en Camargue, à la rencontre d'un oiseau emblématique que vous connaissez toutes et tous, le flamant rose. Lorsque j'ai vu cet oiseau pour la première fois l'année dernière, beaucoup de choses m'ont semblé atypiques chez lui. La couleur de son plumage, ses cris, sa silhouette perchée sur de grandes pattes, son vol avec le cou déplié ou encore son grand bec. À première vue, c'est un oiseau qui m'a semblé maladroit, peu adapté à son environnement. Et pour autant, lorsque l'on commence à creuser le sujet, on réalise que le flamant rose est un oiseau fascinant, tant pour son régime alimentaire, son comportement, ses adaptations physiologiques que pour son cycle de vie. De plus, cette espèce est, comme vous le découvrirez dans cet épisode, intimement liée au territoire de la Camargue et à son évolution. J'avais plusieurs questions en tête en préparant cet épisode. Qu'est-ce qui différencie les flamants roses des autres oiseaux ? Pourquoi ont-ils ce bec si particulier ? Comment se fait-il que leur parade nuptiale ait l'air aussi incroyable ? Enfin, en quoi cet oiseau est-il lié au territoire de la Camargue ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger avec Arnaud Bécher, ornithologue et directeur de recherche à la Tour du Valin en Camargue. Arnaud est également l'un des auteurs du livre publié en 2020 qui s'intitule « Politique du flamant rose vers une écologie du sauvage ». Bonjour Arnaud. Bonjour Léo. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me dire depuis combien de temps tu t'intéresses à l'ornithologie et depuis combien de temps tu t'intéresses au flamant rose ? Alors, je m'intéresse à l'ornithologie depuis mon adolescence. J'ai découvert les oiseaux à travers une passion pour les rapaces initialement, et puis après j'ai fait des études en conséquence pour vraiment travailler sur les oiseaux, et j'ai donc terminé mes études par une thèse sur les oies des neiges au Québec, sur la migration prénuptiale des oies des neiges. Et à la fin de ma thèse, j'ai une proposition pour revenir en France, en Camargue, travailler sur les flamands et notamment sur la dynamique des populations de flamands et leur dispersion à travers la Méditerranée. Et donc actuellement tu travailles à la Tour du Valin sur le flamant rose. Donc cette proposition, c'était une proposition faite par la Tour du Valin, qui est un institut de recherche dédié à la conservation des zones humides en Méditerranée et qui était déjà bien connu à l'époque pour son travail sur les flamands, aussi bien du point de vue de la conservation que du point de vue du développement d'une étude à long terme sur cette espèce, étude qui a commencé par le bagage des flamands dans les années 70. Et donc quand je suis arrivé en 2002 à la Tour du Valin, il y avait déjà presque une trentaine d'années de bagages et de relecture de bagues de flamands dans un jeu de données qui était de grande envergure et à l'échelle de la Méditerranée. Pour commencer en fait de manière très basique sur la biologie de l'espèce, qu'est-ce qu'un flamant rose ? Il y a 6 espèces de flamands dans le monde, qu'est-ce qui va le distinguer des autres espèces, lui ? Les flamands, c'est un échassier de grande taille. C'est des oiseaux qui, on pense, sont plutôt originaires de l'Amérique, du continent américain. Il y a 4 espèces sur le continent américain, 3 en Amérique du Sud et une qui est plus l'équivalent de notre flamand rose, le flamand des Caraïbes, qui est plus en Amérique centrale. Et les flamands se seraient développés sur le continent américain avant de rejoindre l'Europe, où on a donc l'Europe et l'Afrique, où on a 2 espèces, le flamand rose et le flamand nain qui est plus tropical et plus sur les zones africaines jusqu'en Inde. Donc c'est un oiseau que tout le monde connaît, reconnaît, qui est vraiment une espèce emblématique, très charismatique. Voilà, qu'on distingue par son bec un peu recourbé, le fait que ce bec il est aussi adapté à filtrer des organismes dans l'eau. Et il est connu aussi pour ça, pour avoir un bec qui lui permet de filtrer comme des baleines, des petits invertébrés
les artémias qu'on retrouve dans les zones humides. Et qui sont d'une toute petite taille, il me semble. Oui, alors les artémias, c'est quand même, ça fait partie des invertébrés qui sont assez gros quand même, qu'on voit à l'œil nu, hein, ça peut faire jusqu'à 1 cm de long. C'est des proies dont on peut profiter facilement en filtrant l'eau, et c'est l'option qu'ont pris les Flamands, de profiter de cette manne et ces abondances d'artémias en période estivale, dans des eaux salines, de pouvoir en profiter au maximum en filtrant l'eau et en récupérant rapidement cette biomasse. Et donc le flamant rose, lui, il se trouve essentiellement aux alentours de la Méditerranée, il me semble. Oui, alors il y a quand même des populations, donc il y a un gros bastion de la population qui est autour de la Méditerranée. Après, on a des populations qui sont présentes en Afrique de l'Ouest, et puis jusqu'en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, donc dans la vallée du Rift, mais aussi en Afrique du Sud. Et là, elles côtoient les flamants nains, dans les mêmes types d'habitats. Et en France, c'est essentiellement en Camargue, ou il y a d'autres endroits où on peut les voir Alors en France, c'est tout le long du pourtour méditerranéen, du Roussillon jusqu'au Var, mais le seul site de nidification de l'espèce en France, il est en Camargue, et il n'y en a qu'un, depuis 40 ans. Et justement, en parlant de ce site de nidification, tu l'expliques dans le livre que tu as coécrit avec Raphaël Matvey. C'est une population qui était historique en Camargue, et vous avez favorisé sa nidification dans les années 1960. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ces efforts de conservation et les fruits qu'ils ont portés aujourd'hui ? Oui, alors quand la station de la Tour du Valat s'installe en Camargue dans les années 50, on constate qu'il n'y a plus que quelques milliers de flamands dans l'ouest de la Méditerranée, entre la France et l'Espagne, entre 3 et 5 000 flamands qui naviguent en fait entre l'Andalousie et la Camargue. Et en Camargue, il est fait le constat que les tentatives de reproduction de l'espèce sont de façon assez répétitive vouées à l'échec du fait de l'incursion soit de collectionneurs d'œufs, soit de renards, soit de sangliers sur les îlots sur lesquels l'espèce tente de se reproduire. À ce moment-là, Luc Hoffmann, fondateur de la Tour du Valat, et Alan Johnson, un ornithologue qui travaille à la Tour du Valat, préoccupés par cette situation, décident de travailler avec les salins du Midi à consolider un îlot à l'intérieur d'une lagune qui est utilisée pour la production de sel. Un îlot qui serait entouré d'eau saumâtre, salée, propre à dissuader les incursions de renards et de sangliers. Et cet îlot pourrait accueillir les flamands et sécuriser leur reproduction à moyen long terme. Ils obtiennent gain de cause, les salins collaborent à construire cet îlot. Après, ils confectionnent des nids artificiels pour attirer les flamands. Donc les flamands nichent sur une petite butte de terre et qui permet de mettre les œufs un peu en protection par rapport à de variations de niveau d'eau qui peuvent advenir au printemps. Donc on construit des faux nids avec des seaux de vendange qu'on remplit de boue, qu'on retourne, et donc ça permet d'attirer les flamands qui en 1974 s'installent de façon définitive sur cet îlot dans les salins du Midi, donc dans l'étang du Fangassier. Les flamands vont s'y reproduire pendant 37 ans sans interruption. Tous les ans, ils vont nicher là avec des effectifs qui peuvent atteindre jusqu'à presque 20 000 couples certaines années. Les flamands sont sauvés quelque part et suite à cet effort de conservation, on va voir se multiplier le nombre de sites de reproduction de l'espèce dans l'ouest de la Méditerranée. Les flamands gagnent la Sardaigne, l'Italie, sont observés parfois même nichant en Algérie ou en Tunisie. D'accord, parce que du coup, en fait, la population française actuellement, vous l'expliquez dans le livre, elle est migratrice partielle. Il y en a qui restent à l'année, il y en a d'autres qui vont explorer d'autres sites de nidification. Quelles sont un peu les dynamiques de population, de cette population qui semble aujourd'hui viable au long terme ? Les flamands, ils ont ce site particulier qu'on pense qu'ils ont évolué et que leurs traits d'histoire de vie sont très liés à l'imprévisibilité des mises en eau des zones humides. Et donc c'est des oiseaux qui, contrairement à d'autres espèces qui font des trajets migratoires très routiniers et standardisés en fait, entre un site de reproduction et un site d'hivernage, on n'a pas de patron aussi clair chez les flamands. On a donc, pour ce qui est de la migration, certains oiseaux qui sont sédentaires,
d'autres oiseaux qui vont être migrateurs stricts et chaque année aller hiverner de leur site de reproduction en France à la Tunisie pour aller passer l'hiver. Et on a aussi ce qu'on observe de façon plus originale, des oiseaux qui dispersent énormément, c'est-à-dire que c'est des oiseaux qui vont changer de site de reproduction d'une année sur l'autre. Nés en France, ils vont aller se reproduire pour la première fois dans le sud de l'Espagne, puis l'année suivante en Italie, puis éventuellement revenir en France l'année d'après. Et ça, on pense que c'est une adaptation à cette imprévisibilité des mises en eau et des précipitations qu'on observe en Méditerranée. En Méditerranée, il y a certaines zones humides, certains deltas qui peuvent ne pas être du tout arrosés une année, puis l'année d'après, c'est des inondations très importantes. Et ces inondations, elles génèrent des gros booms d'invertébrés qui vont être propices à la reproduction des flamands. Et il faut que les flamands ils soient capables de saisir ces opportunités-là pour nicher. C'est pour ça qu'ils voyagent beaucoup, ils explorent en fait le pourtour méditerranéen à la recherche de conditions qui seraient favorables pour se reproduire une année donnée. Et donc aujourd'hui on suit beaucoup de flamands avec des balises GPS, on constate qu'ils ont des mouvements extrêmement diversifiés et que c'est dur de faire des catégories entre des flamands qui seraient plutôt sédentaires ou plutôt migrateurs parce qu'il y a toute une gamme de variations entre ça et c'est dur de faire des classes. Et est-ce qu'il y a des variations même au niveau des individus? Donc, c'est-à-dire un individu qui une année va être migrateur complet, puis partiel, puis arrêter de migrer? Oui, on a constaté ça aussi. C'est des oiseaux qui vont être migrateurs et même disperser beaucoup au début de leur vie, puis se stabiliser sur un site de reproduction plus tard dans leur vie, et puis apparemment devenir plus casaniers et plus sédentaires sur la fin de leur vie. Alors, plus sur l'aspect étonnant du flamant rose, est-ce que tu pourrais me citer plusieurs faits qui sont étonnants en lien avec cette espèce? On a notamment mentionné le bec, il me semble qu'il y a aussi des paranuptiales, il y a une sorte de maquillage aussi. Effectivement, ces oiseaux sont étonnants de par leur adaptation à des milieux qui sont extrêmement hostiles en fait. Ça, c'est une des premières adaptations, c'est-à-dire qu'ils vont s'alimenter et nicher dans des zones hyper salées où il n'y a pas beaucoup d'autres espèces d'oiseaux qui peuvent vivre. Et alors, pas en Méditerranée, mais plus en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. On les voit aussi fréquenter des lacs très chargés de soude et donc très caustiques. Des endroits où nous, on ne pourrait pas mettre les mains parce que la peau se ferait attaquer par la soude. Ils sont capables de tolérer ce type d'habitat où il y a souvent aussi des très très fortes chaleurs, les températures qui avoisinent les 50 degrés. Donc ça, c'est une de les premières adaptations qui fait que c'est un peu des extraterrestres à ce niveau-là. Dans les adaptations aussi originales qu'on peut observer en Camargue, il y a le fait que grâce à ces suivis d'oiseaux baguets, on a pu assez vite constater que les flamands n'étaient pas fidèles à leurs partenaires d'une année sur l'autre. Donc contrairement aux oies ou à d'autres espèces qui restent une fois qu'elles se sont mis en couple, vont rester avec leur partenaire toute leur vie. Les flamands cherchent un nouveau partenaire chaque année. Et ça, on le constate aussi à la période des paranuptiales qui sont très spectaculaires, qu'on peut observer en Camargue. En hiver, les flamands dansent dans des chorégraphies assez élaborées où ils enchaînent un certain nombre de postures diversifiées. Et on a pu mettre en évidence récemment que ces postures l'enchaînement de ces postures était de plus en plus complexe avec l'âge des oiseaux. Et donc,
C'était comme un apprentissage en fait, comme quand on apprend à danser. Au début, on enchaîne juste 2 postures les unes après les autres, puis 3, puis 4, mais on les enchaîne toujours dans le même ordre. Puis quand on gagne de l'expérience, on alterne la 1 avec la 3, avec la 4, puis on revient à la 2. Et ça, cette complexification des parades semble être liée à l'âge, mais aussi avec la probabilité de se reproduire juste après à la saison qui vient. Et donc, il semble que ce soit une façon pour les oiseaux de prouver leur capacité à être de bons parents ensuite, et donc à séduire un partenaire pour la reproduction à venir. Au cours de ces parades nuptiales, ce qui est très spectaculaire, c'est que les flamands ouvrent de façon spectaculaire les ailes, montrent leur couleur. Des collègues espagnols ont réussi à montrer que cette coloration, qui est assez variable en fait entre les individus au moment des parades nuptiales, elle était en partie due à une forme de maquillage, c'est-à-dire que les flamands, comme d'autres oiseaux, utilisent leur glande uropygiale, une petite glande qui est située près du croupion, pour récupérer une substance qui permet d'imperméabiliser les plumes, mais que chez cette espèce, cette substance est chargée en caroténoïdes et permet de rajouter de la couleur sur l'oiseau, et donc il se maquille pour être plus rose, avoir des couleurs plus intenses au moment des parades nuptiales. Et nos collègues ont montré que les flamands qui étaient plus roses étaient aussi ceux qui avaient le plus de probabilité de se reproduire après coup. Donc c'était un signal honnête de la qualité des individus. Alors pourquoi les caroténoïdes? Parce que les caroténoïdes sont des substances qui sont aussi utilisées dans l'immunité. Et donc les flamands qui sont malades mobilisent les caroténoïdes pour lutter contre la maladie, en ont peu à disposition pour se colorer. Et donc les flamands colorés sont ceux qui peuvent disposer de ces caroténoïdes et sont ceux qui sont en bonne santé. Donc il y a un programme de pagage qui existe depuis les années 70, il me semble. On a évoqué certains faits qui ont été découverts. Est-ce qu'il y en a d'autres, notamment sur l'âge des flamants roses? Il me semble que ça peut vivre une quarantaine d'années ou une trentaine d'années. Oui, alors on a des oiseaux qu'on a bagués en 1977 et qui sont toujours vivants aujourd'hui. Donc dans quelques années, je crois qu'ils auront 50 ans. On sait qu'en zoo, on a des oiseaux qui ont dépassé les 60 ans. Mais dans la nature, voilà, il faut pouvoir avoir des oiseaux bagués depuis suffisamment longtemps pour pouvoir les suivre. Et puis le risque de mourir est quand même plus important dans la nature. Voilà, il y a des lignes électriques, il y a la traversée de la Méditerranée, des voyages qui peuvent être risqués. Et donc la survie est certainement moindre. Pour autant, c'est vraiment une espèce qui a basé sa stratégie sur la survie des adultes, avec une reproduction qui est finalement assez faible, c'est-à-dire que les oiseaux commencent à se reproduire assez tard. Ils sont matures sexuellement à l'âge de 3 ans, mais la plupart ne se reproduisent pas avant l'âge de 7 ans. Et puis, ils ne pondent qu'un œuf par an, avec un succès de reproduction qui est de l'ordre de 50% sur une colonie, et une reproduction qui est complexe parce que les deux parents, les mâles et la femelle, se succèdent pour couver l'œuf et se succèdent aussi pour nourrir le poussin. Les nourrissages peuvent durer 30 à 40 jours, donc c'est... ou même plus que ça en fait, c'est plus autour de 80 jours que le poussin s'envole. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est un effort très important, cette période de reproduction. On le voit aussi parce que pour les femelles qui sont plus petites, le coût de la reproduction semble être très important. Elles ont plus de chances elles ont une moins bonne survie quand elles commencent à se reproduire tôt. Également, c'est elles qui vont abandonner les nourrissages des jeunes plus rapidement en fin de saison de reproduction, les mâles pouvant continuer parce qu'ils sont plus grands, plus forts. Plus de réserve.
Donc voilà, c'est vraiment une stratégie de survie adulte. Et puis quand on peut se reproduire, on se reproduit et on y va à fond. Tu l'as abordé brièvement en parlant des menaces qui pèsent sur les flamants roses. Est-ce que c'est possible un peu de me donner un aperçu de toutes les menaces, tant en période de nidification que de manière générale, que ce soit lors de leur migration ou sur leur site d'hivernage? Alors en période de reproduction, les flamands ils sont extrêmement sensibles aux dérangements en tout début d'installation. Au moment où les oiseaux se rassemblent sur les nids pour pondre, le moindre dérangement crée des paniques qui sont susceptibles de mettre à mal l'ensemble de la reproduction de la colonie. Donc le survol d'un avion à basse altitude. Une année, il y a eu un cygne noir qui est venu, un cygne échappé de captivité, qui est venu traîner sur l'étang du Fangassier où avait l'habitude de nicher les flamands. Et l'apparition de cet oiseau étrange aux yeux des flamands a causé une telle panique qu'une partie de la colonie a été désertée. Et on a eu un succès de reproduction très faible cette année. L'intrusion de photographes ou de collectionneurs d'œufs a longtemps été un gros problème. Beaucoup d'autres espèces coloniales peuvent tolérer une intrusion de quelques minutes sur un îlot de reproduction. Et puis les oiseaux reviennent se poser sur les nids. Le flamand ne tolère pas ça du tout. C'est-à-dire qu'une fois que les oiseaux ont quitté massivement les nids, ils ne reviennent pas sur la colonie et la reproduction a échoué complètement. Donc ça, c'est des menaces qui persistent dans certains coins où les gens sont peu habitués à la reproduction de cette espèce et où les sites ne sont pas assez protégés de ces intrusions. Par ailleurs, donc les flamands fréquentent des zones humides, saumâtres, qui sont souvent menacées par des projets de développement en fait, industriel, que ce soit la construction de ports, de marinas, le drainage des zones humides pour l'agriculture. Donc aujourd'hui, disons qu'on essaie de voir comment les flamands qui jouissent d'une bonne image auprès du grand public peuvent être aussi mobilisés pour essayer de défendre ces zones humides qui sont extrêmement menacées. Et en défendant les flamands, on peut défendre l'ensemble des zones humides et la biodiversité qui va avec. C'est une parfaite transition, mais j'aimerais juste aborder un petit fait étonnant que j'ai découvert dans votre livre, c'est qu'apparemment donc une colonie a été complètement prédatée par un grand-duc en 2017, il me semble. C'est vrai que j'ai parlé des menaces d'origine anthropique directement. Après, donc comme je l'évoquais auparavant, les flamands, s'ils choisissent pas un site de reproduction qui a des niveaux d'eau, disons un îlot qui serait entouré d'eau avec des niveaux suffisants, ils peuvent subir des incursions de renards qui vont aller chercher les œufs ou les poussins, de sangliers qui peuvent aussi prédater les œufs. Et puis plus récemment, et longtemps, on a eu aussi des attaques de goélands par le ciel. Des goélands assez organisés qui étaient capables de s'y mettre à deux pour tirer le flamand en train de couver de son nid et aller récupérer l'œuf. Dernièrement, donc, on a pu constater des incursions à répétition, on suppose, parce qu'on n'a pas pu observer vraiment ces incursions, mais de grand-duc, un rapace qui est en train de revenir en France dans plein de milieux différents et même des milieux de plaine et des deltas comme la Camargue. Et ce grand-duc, à force d'incursions répétées sur la colonie de flamants roses, sur lequel il pouvait s'attaquer à des adultes en train de couver, a conduit à la désertion de la colonie au moins 2 années de suite. Donc on a pu trouver des pelotes de grand-duc avec des plumes de flamands et des cadavres de flamands typiquement mangés par le grand-duc. Donc voilà, c'est un peu une nouvelle observation un peu surprenante,
qui a conduit avec des incursions de renards au fait que la colonie s'est déplacée de l'étang du Fangassier aux étangs du Roi, dans les salins d'Aigues-Mortes. Donc elle est passée des salins de Giraud aux salins d'Aigues-Mortes, donc des Bouches-du-Rhône au Gard ces dernières années. Alors justement, en fait, en lisant votre livre, on réalise que le flamand, c'est une espèce qui est très mobile, tant dans ses sites de nourrissage qu'aussi un site de reproduction. Il peut changer d'une année à une autre. En quoi est-ce que cette mobilité, elle peut générer des tensions sur un territoire ? Ce qu'on peut dire, c'est que le flamand est plutôt révélateur de tensions sur l'usage que les hommes, les humains peuvent faire d'un territoire. Ce qui s'est passé en Camargue, c'est que l'étang du Fangassier où nichaient les Flamands traditionnellement depuis presque une quarantaine d'années, donc qui appartenait au Salin du Midi, a été vendu avec de nombreux autres étangs au Conservatoire du Littoral en 2008, et le tout pour une surface d'environ 8000 hectares. Ces anciens salins ont fait l'objet d'un programme de restauration écologique dans lequel il n'était plus possible de mettre en eau par pompage d'eau de mer l'étang du Fangassier comme c'était fait traditionnellement. Les mises en eau par les pluies ou par des entrées marines n'ont pas permis les premières années de restauration du site de mettre suffisamment en eau l'étang du Fangassier pour que les Flamands y trouvent un site de reproduction adéquat et soient préservés de l'incursion de renards. De fait, on imaginait redonner un peu de naturel à la reproduction des Flamands en leur offrant un site qui ne serait pas forcément disponible tous les ans. Et eux ont choisi de retourner proche des humains et d'un fonctionnement plus artificiel, qui étaient les salins d'Aigues-Mortes, où ils retrouvaient finalement des mises en eau printanières calées sur le pompage de l'eau de mer pour la production de sel, mais qui les sécurisait du point de vue de la reproduction, puisque c'est de l'eau saumâtre, dont la teneur en sel est assez dissuasive pour les renards, des niveaux d'eau maintenus tout l'été par des pompages pour la production de sel. Et finalement, en quelques années, ils sont passés du Fangassier, où on avait restauré un environnement beaucoup plus naturel, vers les salins d'Aigues-Mortes, où on a un système beaucoup plus artificiel et dédié à la production de sel. Alors voilà, les oiseaux ne se comportent pas comme on les attend, et c'est tant mieux, en tout cas pour les Flamands. Pour eux, ça a été un moyen de répondre à cette imprévisibilité, puis de se recaler vers un système plus stable qui leur permet de nicher avec succès. Alors justement, quand on se dit qu'ils vont nicher sur des sites qui sont un peu entretenus par l'homme, est-ce que, et c'est ce que vous faites dans votre livre, on questionne un peu le rapport de l'animal avec sa nature sauvage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vit en fait dans des sites qui sont entretenus. Quand on va par exemple à la réserve du Pont de Gau, on peut s'approcher de flamants roses qui sont sauvages à quelques mètres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait avec cette intervention humaine que le flamant rose de Camargue, au final, soit une espèce qui soit pas domestiquée, mais en tout cas très imprégnée de l'homme ? Oui, c'était un peu l'idée qu'on avait en restaurant un peu plus de naturalité sur ces anciens salins, c'était de redonner la possibilité de rester des animaux sauvages et des oiseaux sauvages, chose que je pense qu'ils font par ailleurs, puisqu'ils sont capables d'aller nicher en Afrique du Nord une année tous les 5 ans, et que si on voit des flamands de façon très très proche au parc ornithologique de Pont de Gau par exemple, où on a l'impression qu'ils sont comme domestiqués. Ces mêmes oiseaux vont aller se nourrir quelques jours plus tard dans les salins, et là on ne pourra pas les approcher à moins de 100 mètres, parce que dans les salins ils n'ont pas du tout la même confiance dans leur environnement, et ils sont très farouches. Je pense qu'ils conservent une forme de plasticité, capacité d'adaptation aux conditions du moment, qui fait d'eux des animaux qui restent malgré tout extrêmement sauvages. Mais voilà, l'idée reste de faire attention à ce que nous n'organisions pas les conditions d'une reproduction qui serait toujours prévisible, qui serait vraiment orientée vers
le besoin que pourrait avoir le public de voir des flamands tous les ans au même endroit et de leur conserver des espaces de tranquillité loin de la possibilité d'être observé aussi par les humains. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire malgré tout dans les anciens salins. Et ça fonctionne, les flamands viennent, s'ils ne viennent plus s'y reproduire, continuent de s'y alimenter. Et c'est un espace qui est sauvage, qui leur est dédié. Une autre question que je voulais aborder avec toi, c'est que le flamant rose, c'est une espèce phare, une flagship species, et en fait qui va générer entre autres un tourisme en Camargue. Quels vont être justement les impacts de cette visibilité, et est-ce que cette visibilité peut être au détriment des autres espèces qui sont moins visibles, mais qui elles sont inféodées aux zones humides ou pas, mais qui sont inféodées en tout cas au milieu de la Camargue? C'est pas des questions forcément auxquelles j'ai des réponses simples. Je dirais que effectivement le flamand constitue avec les chevaux et les taureaux de Camargue un peu le triptyque de l'image d'Épinal de la Camargue. Et les gens viennent en Camargue en partie pour voir des flamants roses. Mais c'est aussi à cette occasion-là qu'ils découvrent l'extraordinaire diversité des espèces présentes sur ce territoire. Pour prendre juste l'exemple du parc ornithologique de Pont-de-Gau, où les flamands sont visibles de très très près, beaucoup d'autres espèces viennent se joindre aux flamands et sont aussi visibles de façon très rapprochée. Et je pense que c'est plutôt les flamands, ils permettent une entrée sur le territoire, une découverte du territoire et des autres espèces, plutôt qu'une concurrence à mon avis. Donc moi je crois assez au fait que les flamands puissent constituer une espèce qui va faciliter la préservation des zones humides et de leur biodiversité. Point à la ligne. Je ne savais pas si c'était une fin ou s'il y avait une suite. Donc là, on passe un peu sur la fin de l'interview, sur une question un peu impertinente. C'est si toi, tu devais être un oiseau, quelle espèce choisirais-tu et pourquoi? Ouf. Alors je pense pas que je choisirais d'être un flamand, notamment parce que souvent ça m'intrigue de les voir passer leur journée la tête dans l'eau et dans la vase à filtrer des organismes, et je pense que c'est quand même une vie assez douloureuse. Moi je me suis toujours dit que si je voulais être un oiseau, je serais plutôt un rapace, un faucon ou un oiseau qui finalement passe assez peu de temps à chasser, s'il est bon chasseur en tout cas, et puis le reste, une fois qu'il a obtenu son repas, peut profiter du reste du temps pour se reposer et observer les grands paysages montagnards. En plus, un gypaète ou quelque chose plutôt tranquille. Tranquille. Dernière question. Quelles sont toi tes plus belles ou en tout cas plus étonnantes observations de flamants roses depuis maintenant, du coup ça fait 22 ans que tu les suis, si tu as commencé en 2002. Qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans tes sorties sur le terrain? Peut-être une des observations les plus spectaculaires que j'ai eu la chance de faire, c'était d'aller observer les flamands qui se reproduisaient au banc d'Arguin en Mauritanie. Donc le banc d'Arguin, c'est une zone côtière. Donc ça reste en pleine mer, mais c'est une zone côtière avec des faibles niveaux d'eau. Et là, les flamands se reproduisent au sommet d'une île qui est une île qui fait 20 ou 30 mètres de haut et donc qui est entourée de falaises. Et les oiseaux ont installé leur nid tout en haut de l'île sur du sable, du caillou. Et les poussins donc ne peuvent descendre à l'eau qu'en dévalant une pente assez abrupte. Les conditions sont extrêmes sur ce site-là. Les oiseaux n'ont pas accès à l'eau douce très facilement. Et voilà, j'ai été frappé par ces conditions-là. Et voilà, c'était vraiment une expédition assez fantastique, aussi faite avec des pêcheurs Imragen dans une barque à voile. Donc voilà, un sacré souvenir. Observation de flamands où
En l'occurrence, on a pu, sur ce site-là, lire des bagues de flamands qu'on avait bagués en Camargue, donc à plusieurs milliers de kilomètres de leur lieu de naissance. Merci beaucoup en tout cas, Arnaud. Merci à toi pour cet échange. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister L'Allule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.